Au sommaire de cette édition de l'actualité, avec 29 médailles dont 12 en or, le Burkina Faso conserve son titre de champion de karaté-do zone 3, une performance enregistrée à la 17e édition du championnat d'Afrique de karaté-do de la zone 3 à Ouagadougou. Et puis les experts de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques entrent enfin à Douma 2 semaines après l'attaque chimique supposée. Les échantillons qui seront prélevés permettront de déterminer si du gaz de chlorure ou autre agent toxique a été utilisé. Bonjour, bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, la 17e édition du championnat d'Afrique zone 3 de karaté-do, dont la phase finale s'est disputée ce week-end à Ouagadougou, donne le Burkina Faso grand vainqueur du tournoi avec 29 médailles enregistrées, dont 12 en or. C'est la Maison des Arts Martiaux qui a abrité l'événement sportif qui s'est déroulé en présence du patron de cette édition, le Moro Naba Bango. Nous suivons cela avec Urbain Benito Somé et Kalfa Ouattara. Explosion de joie à la Maison des Arts Martiaux. Le Burkina remporte pour la 2e fois consécutive le championnat d'Afrique de karaté-do de la zone 3. Avec 29 médailles dont 12 en or, 6 en argent et 11 en bronze, le Burkina se classe premier devant le Niger, 27 médailles dont 8 en or. Devant un sportif de haut vol, Sa Majesté le Moro Naba Bango, les étalons karatéka ont sorti le grand jeu devant des challengers venus du Niger, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo. Coup double pour la Fédération burkinabé de karaté-do. Une bonne organisation et une performance sportive. Le 17e championnat d'Afrique du karaté qui s'est déroulé à Ouagadougou a tenu ses promesses. Et ça grâce au dynamisme du président de la fédération, j'ai nommé Oumar Hugo, mais aussi à son bureau exécutif. C'est un parrainage qui s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement burkinabé, d'encourager, de soutenir toutes les initiatives qui visent à rassembler la jeunesse burkinabé et la jeunesse africaine. Très clairement, Ouaga, on a fait une démonstration de force, mais je dois garder la tête froide, car la zone c'est bien, mais à partir de maintenant, le cap est sur Kigali en août, car l'objectif c'est partir avec 10 à 15 compétiteurs, 3 continentaux en arbitre et des coachs au niveau national pour défier les médailles au niveau africain et ensuite au niveau mondial. En plus de ces conseils, les karatékas burkinabés pourront désormais bénéficier des enseignements du désormais grand maître du karaté-do, Sa Majesté ceinture noire, 7e dan. Autre point de l'actualité, le programme national de logements sociaux à Manga, ce sont 500 logements sociaux et économiques qui seront réalisés à l'occasion de la célébration du 11 décembre dans la cité de l'Épervier. C'est l'un des chantiers du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat pour 2018. Les cadres du département sont réunis à Manga pour le point des activités du ministère. Kwale Nebié, Vincent Kiendrebego. Manga ou la cité de l'Épervier, ville hôte des festivités du 11 décembre prochain. L'ambiance de la ville est ordinaire. Ici, des ouvriers s'activent. Ils viennent de démolir un bâtiment pour reconstruire un édifice, la salle polyvalente de Manga. À terme, ce doit être plus qu'une salle, une œuvre d'art, car l'édifice devrait se présenter comme l'épervier qui prend son envol. Là, c'est un terrain totalement vide, mais plus pour longtemps, car c'est le lieu retenu pour l'érection de la cité des forces vives. Pour le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat fortement impliqué, le compte à rebours a déjà commencé. Les cadres du ministère sont d'ailleurs réunis dans la ville pour un conseil d'administration du secteur ministériel. Le premier CACEM a pour thème le renforcement des capacités du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat pour une mise en œuvre réussie du PNDS. Pour assurer notre pleine contribution à la mise en œuvre de ce programme, de ce plan très important pour le gouvernement, il va falloir que
tous les secteurs et puis toutes les sections du ministère aussi puissent être mobilisés. L'un des dossiers à examiner au cours de ce conseil est sans doute la construction de 500 logements ici à Manga. 300 sont des logements sociaux et le reste des logements économiques. C'est en phase de démarrage parce qu'il y a des étapes que nous avons déjà capitalisées. Nous avons sélectionné les 2 promoteurs immobiliers qui doivent construire. Et pour ce qui concerne le ministère, nous avons fini la phase, ce qu'on appelle, c'est un peu technique, d'implantation. Ça veut dire que les parcelles sont disponibles pour que effectivement les promoteurs immobiliers puissent, avec leur équipe, venir effectivement commencer le travail. Ces logements entrent dans le cadre du programme national de 40 000 logements, un programme gouvernemental qui doit se réaliser dans toutes les régions. Et la situation humanitaire dans la région Sahel en général au centre d'une conférence de presse animée par la Croix-Rouge internationale, une zone qui reste dominée par des crises dues aux conflits armés et aussi à la paupérisation des populations. Le cas du Burkina Faso est une réelle préoccupation pour le Comité international de la Croix-Rouge. Des précisions avec Amadou Ilboudo et Vincent Kiendrebego. Entouré de ses collaborateurs, le directeur adjoint pour l'Afrique de la Croix-Rouge donne sa lecture de la situation humanitaire dans la région du Sahel dont fait partie le Burkina Faso. Une zone qui connaît une certaine crise humanitaire selon ses responsables de la Croix-Rouge. Les conflits armés font ravage, les situations de violence laissent énormément de personnes tuées, beaucoup de personnes déplacées, à peu près 12 millions de personnes dans le besoin d'aide humanitaire dans cette région du Sahel. Et je peux vous garantir que ces chiffres certainement ne sont pas stricts, mais ils sont en crescendo, en augmentant chaque jour. Nous vivons également dans une région qui a des tensions ou des problèmes socio-économiques. Plus que 30% de la population qui vit dans cette région vit sous le seuil de la pauvreté. Face à un tableau aussi sombre, l'organisation humanitaire s'investit pour apporter un soulagement aux populations concernées avec des résultats significatifs. Vous avez certainement suivi la libération des 82 filles de Chibok l'année passée. Et ça, c'était fait par le rôle d'intermédiaire neutre du CICR. Ça veut dire d'aller de l'autre côté, récupérer les filles, s'assurer de leur bien-être et de leur santé, et puis de les transporter, de les remettre à leur famille. Le Burkina Faso n'est pas en reste. Depuis quelque temps, l'on note une intensification des activités de la Croix-Rouge dans le pays, notamment dans sa partie nord. Donc quand une opération du CICR est en train de s'agrandir, oui, je suis désolé de vous dire, monsieur, ça veut dire qu'on est inquiet. Quand un adjoint d'un directeur régional arrive ici, à Ouagadougou, pour parler devant les journalistes, ça veut dire qu'on est inquiet. On a des grandes opérations au Mali, on a des grandes opérations au Niger, on sait ce qui s'est passé là-bas, on sait qu'il y a des similarités, on ne dit pas que c'est la même chose, il y a des similarités, et on veut être près, le plus proche possible, des communautés. Dans la province du Soum, la Croix-Rouge prend en charge plus de 18 000 déplacés internes. Elle leur apporte des provisions en vivres et autres matériels. Une situation due aux problèmes sécuritaires aussi préoccupants dans cette partie du Burkina. Voilà ce communiqué émanant du service d'information du gouvernement pour poursuivre ce journal. Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 avril 2018, une bousculade s'est produite à la fin de la veillée de prière du guide religieux Cheikh Abdoulaziz Souré au plateau omnisport du quartier Somgandé du secteur 19 de l'arrondissement 4 de la commune de Ouagadougou, faisant 6 morts et 5 blessés. Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances dans lesquelles l'incident s'est produit. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il invite par ailleurs les participants à toute manifestation à observer scrupuleusement les consignes de sécurité. Dans la boucle du Moun, les populations de Dikena poussent un ouf de soulagement et pour cause, un centre de santé et de promotion sociale, promesse d'amélioration de l'offre sanitaire dans la zone. L'infrastructure, fruit des efforts de l'État burkinabé et de son partenaire japonais, entre dans le cadre de la politique nationale de santé du gouvernement. On suit l'inauguration du CSPS avec Yacouba Goro.
Après ce coup de ciseaux, le tout nouveau CSPS de Denkena peut attendre ses premiers patients. Construit avec le soutien de la coopération japonaise, cette infrastructure sanitaire vient augmenter l'offre de soins de la localité et soulager la population. À travers donc, le choix de notre village, montre encore une fois de plus que la santé est une préoccupation qui est au cœur de ce gouvernement. Autrement, je voudrais aussi remercier l'ensemble des personnes, des associations, des ONG qui nous ont accompagnés. Pour certains, il faut en plus travailler à mériter ce CSPS et à le fréquenter. Il faut d'abord sensibiliser la population à fréquenter ces CSPS. Il faut que le niveau de santé de la commune, de la population puisse augmenter. C'est très important. Il faut travailler à leur entretien. Et l'entretien, c'est quelque chose d'autre. Il faut travailler à leur complémentarité. Vous savez, le médecin vient de dire tout ce qui n'a pas de santé, qui n'a pas d'énergie électrique. Il faut travailler à discuter avec nos partenaires pour avoir l'énergie électrique. Denkena dispose désormais d'un CSPS, mais quelques difficultés connexes demeurent toujours. Les questions de forage, de la disponibilité non suffisante des médicaments, le manque d'énergie et de moyens de déplacement restent toujours posés. La coalition burkinabé pour le droit des femmes et le ballet citoyen partagent avec leurs partenaires et les médias les résultats du projet d'appui à la citoyenneté active de la jeunesse et des femmes pour une meilleure redevabilité publique au Burkina Faso. C'est un projet qui aura permis de sensibiliser les élus locaux sur la redevabilité. On en sait davantage avec Alidou Badini et Zalissa Sanfo. Le ballet citoyen et la coalition burkinabé pour le droit des femmes font ici le bilan de 2 ans d'activisme centré sur la promotion de la redevabilité. Pendant ces 2 années, ces 2 organisations de la société civile ont mené le plaidoyer dans 6 communes. Un plaidoyer qui consiste à inviter, à former, à encourager et à soutenir les élus locaux pour qu'ils se familiarisent à l'exercice de la redevabilité, seule clé pour l'ancrage de la démocratie au Faso. Lorsque la population élit ses représentants, il faut qu'à un certain moment, que ces représentants puissent rendre compte de la gestion qui leur a été confiée par les citoyens et citoyennes. Ça, c'est une action qui apporte un plus à la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut se soustraire de ce devoir de redevabilité. Quand on gère une commune, par exemple, il faut de temps en temps rassembler la population pour rendre compte de ce que vous faites au niveau de la commune, pour recueillir les préoccupations de ces mêmes populations, pour voir dans quelle mesure vous pouvez les prendre en compte dans les différents projets qui seront mis en œuvre. Aujourd'hui, le projet est à terme et ses missions accomplies pour le ballet citoyen et la coalition burkinabé pour le droit des femmes. L'exercice a été bien assimilé et est praticable dans les communes touchées par le projet. Un projet dénommé Appui à la citoyenneté active de la jeunesse et des femmes pour une meilleure redevabilité au Burkina Faso. Il a été financé par Oxfam et ses partenaires. Un autre projet axé sur l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes exécuté dans la région du Nord. Les responsables du ministère en charge de la jeunesse sont sur les traces de ce projet, des réalisations en tout cas de ce projet dans la région de Rambo à Tangaï, en passant par Barga. Ce sont des populations plutôt satisfaites des ouvrages réalisés que les responsables du projet rencontrent à leur passage. On suit la tournée avec Irénée Kaboré et Karim Bikenga. C'est une piste de 9 km qui va désormais soulager les habitants du village de Ilim dans la commune de Rambo à 100 km de Wayouguia. Auparavant, les échanges entre les populations de ce village avec ceux de Tikare dans le BAM étaient limités à cause de l'impraticabilité de la voie. Un jour, j'ai passé près d'1 heure ici à cause de l'eau. Avec cet ouvrage, nous pourrons désormais traverser pour aller dans les villages du BAM. Cette route qui vient désenclaver ces localités a été essentiellement construite par les hommes et les femmes de ces villages dans le cadre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, initié par le projet Emploi des jeunes et développement de compétences PJDC. Il en est de même ici à Namsiria.
dans la commune de Tangaï, à quelques encablures de Wayouguia. Avant la réalisation de cette piste, ces populations étaient également coupées de certains services comme des écoles et des centres sanitaires en saison hivernale. Une fois, il a plu et ma coépouse était en travail. On ne pouvait accéder au centre de santé à cause de l'eau. Désormais, avec cette piste, même s'il pleut, nous pourrons franchir le bas-fond. En plus de ces pistes rurales, les communes de Rambo, Barga et Tangaï ont bénéficié de sites de mise en défense et de bas-fonds aménagés. Selon les acteurs du projet, ces espaces clôturés vont contribuer à une meilleure gestion des ressources naturelles et à la création d'emplois fixes pour les populations. C'est un site de 5 hectares qui a été créé pour pouvoir gérer de façon durable les ressources naturelles. Alors ça va permettre aussi une meilleure exploitation agro-silvopastorale au niveau de la localité. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre ont été source d'emploi et de revenus pour les acteurs locaux, toute chose qui a amélioré les conditions économiques des populations. Nous avons environ 7000 jeunes et femmes qui sont justement employés sur le site. On s'arrange à ce que les ressources mises à la disposition de ces femmes-là puissent occuper au moins les 25% des investissements. Nous avons été payés pour le ramassage des pierres et l'étalage de la terre. Chacune a pu s'acheter divers effets. Ces travaux nous ont été très bénéfiques. Le ministre en charge de la jeunesse qui est allé visiter les réalisations estime qu'a priori, elles ont été bien faites. Néanmoins, il promet revenir dans un an pour mieux juger la qualité des ouvrages. C'est des ouvrages qui sont très bénéfiques. Maintenant, comme je l'ai dit, nous attendons de voir en matière de résistance ce que ça va donner. Nous reviendrons sur ces lieux même dans un an à peu près, après les saisons de pluie, pour apprécier parce que nous n'avons pas l'œil des techniciens. Le projet d'emploi des jeunes et développement des compétences intervient également dans la région du Centre-Sud. Pour sa première phase, qui prend fin en décembre prochain, environ 1 milliard de francs CFA a été injecté. Il est financé par la Banque mondiale. Et l'entrepreneuriat des jeunes désormais activé au Burkina Faso, une compétition est lancée à Ouagadougou pour la sélection de promoteurs de start-up devront prendre part à Hub Africa Maroc 2018. On suit le lancement de la phase de présélection à Ouagadougou avec Gérard Sommet et Omar Zombri. 15 jeunes porteurs de projets participent à cette première édition d'African Pitch Roadshow. À l'issue de cette compétition, 3 candidats seront retenus pour représenter le Burkina Faso à la 6e édition de Hub Africa. Une compétition qui réunit chaque année au Maroc plusieurs candidats venus de 60 pays d'Afrique. C'est une opportunité pour les jeunes Africains d'exprimer leur talent à travers des projets innovants. Parce que nous n'avons pas le choix. C'est l'entrepreneuriat, ce sont les entrepreneurs qui vont créer les entreprises et ce sont ces entreprises qui vont créer les emplois de demain. Aujourd'hui, nous avons la chance que nous avons beaucoup de talents sur le continent, en particulier sur le digital. Pas simplement sur le digital, mais sur le plan digital, qui justement peuvent contaminer tous les secteurs. Chaque candidat doit présenter son projet devant un jury chargé de choisir les 3 meilleurs projets. Le ministre en charge de la jeunesse traduit sur place sa disponibilité à soutenir les meilleurs projets. C'est une très bonne initiative qui permet aux gens de s'exercer à quelque chose auquel nous sommes confrontés maintenant et que nous serons de plus en plus confrontés. De plus en plus, notre société fera face à un désir absolu de perfectionnement. Cette compétition, première du genre au Burkina Faso, veut offrir aux porteurs de projets burkinabés l'opportunité de valoriser leur savoir-faire et d'intégrer un réseau mondial de conseillers et d'investisseurs potentiels. Gageons en tout cas que ce jeune inventeur burkinabé qui a fabriqué un hélicoptère sera de la partie son appareil confectionné avec du matériau recyclé. Il n'en est pas peu fier. Il a même le mérite de la mise en forme avec des moyens modestes. La suite de l'aventure, c'est de faire voler son avion, mais ça, c'est une autre paire de manches. En attendant, voici le premier hélicoptère made in Burkina. C'est Adama Guiti et Mounira Kéré qui nous le présentent. L'appareil attire le regard des curieux. Un hélicoptère
Entièrement fabriqué au Burkina, avec de la ferraille, récupérée ça et là. Pour le concepteur, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Il est cependant certain que beaucoup diront que c'est juste de la folie, mais restent convaincus que rien de grand ne se construit sans passion. Beaucoup de gens appellent cela la folie. Aujourd'hui, je ne le fais pas comme un jouet. J'ai une considération pour cet appareil et en même temps interpeller la jeunesse, ceux donc qui sont inspirés, ceux qui ont la volonté de travailler dans le domaine de la recherche, de la technologie, que nous pouvons arriver. Le nom de l'hélico est inspiré des initiales du nom et de l'âge du concepteur. Pour lui, c'est une quarantaine d'années de rêve mis en forme en seulement 4 ans pendant ses temps libres. Si je dis Kafando Arona Kudgurola, c'est depuis 45 années, depuis ma naissance, je rêvais de faire quelque chose comme ça. Donc c'est 45 années de rêve. Aujourd'hui, l'appareil a pris forme. Mieux, il peut être démarré. Mais le seul hic, c'est que pour le moment, il ne vole pas. Cependant, pour notre passionné, c'est juste une question d'étape. Et il compte sur les bonnes volontés. C'est de nous appuyer. Si je dis nous, pour le moment, bon, puisque nous ne sommes pas beaucoup, c'est juste une minorité de personnes. J'ai un soudeur, un petit frère soudeur, c'est lui qui m'a aidé. Et les quelques bonnes volontés qui sont venues appuyer un peu. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui manquent. En attendant, l'hélico de Arona Koudougou Roland Kafando continue de drainer tous les jours une foule de curieux. Un premier succès qui annonce certainement d'autres, car le concepteur a foi, son hélico volera un jour haut dans le ciel. Pourquoi pas? Hors de chez nous, en Syrie, les experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ont enfin pu entrer à Douma. Arrivés à Damas il y a une semaine, ils ne pouvaient pas se rendre sur les lieux pour prélever des échantillons après l'attaque supposée à l'arme chimique. 2 semaines après l'attaque chimique présumée sur Douma, des experts de l'OIAC ont pu finalement se rendre ce samedi dans la ville syrienne et y prélever des échantillons afin de déterminer si du gaz chlore, sarin ou autre agent toxique a été utilisé. Les experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques étaient arrivés il y a une semaine à Damas, mais n'avaient pas encore pu se rendre à Douma officiellement pour des raisons de sécurité. Les Occidentaux ont dénoncé une entrave aux investigations et soupçonnent le régime syrien et son allié russe d'avoir profité de ce laps de temps pour effacer les preuves d'un bombardement à l'arme chimique. Au moins 40 personnes ont péri le 7 avril dernier lors de cette attaque qui a poussé les États-Unis, la France et le Royaume-Uni à déclencher des frappes sans précédent contre le régime syrien. Et puis au Nicaragua, des scènes de guérilla urbaine enregistrées ces derniers jours, des violences qui virent à des émeutes meurtrières. Ce sont des manifestations contre un projet de réforme des retraites. Au moins 10 personnes ont été tuées ces derniers jours au Nicaragua lors de violentes manifestations contre un projet de réforme des retraites. La capitale Managua a été le théâtre de véritables scènes de guérilla urbaine, les protestataires érigeant des barricades et jetant toutes sortes de projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. À l'origine de la colère, la volonté du gouvernement d'augmenter les cotisations patronales et salariales pour financer le système des retraites. Après 3 jours de violence, le gouvernement s'est dit prêt à dialoguer tout en dénonçant les fauteurs de troubles. On s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Merci à la chef d'édition Aimé Solange Digma et à toute l'équipe de réalisation du 13h. Je vous souhaite une très bonne journée dominicale.